On va maintenant vous parler de collectivisation des conduites. La raison pour laquelle on veut vous en parler, c'est parce que nous, dans notre pratique, peut-être que c'est aussi une réalité pour vous, mais on observe vraiment une augmentation du niveau de complexité des plaintes. C'est-à-dire que le cas de figure le plus classique, traditionnel, avant, c'était la situation d'un plaignant qui faisait une plainte à l'encontre d'une personne mise en cause. Or, aujourd'hui, on voit de plus en plus de plaintes qui impliquent un grand nombre de parties, avec parfois 7 plaignants, 8 personnes mises en cause, des situations de plaintes croisées, donc vraiment avec un niveau de complexité important, auquel cas il va falloir prendre en compte justement le niveau collectif de ces situations-là. Donc, on va voir comment ça peut se faire au niveau de l'analyse de recevabilité. La situation la plus classique en matière de harcèlement collectif, c'est celle du mobbing. Mobbing, ça vient du terme anglais mob, qui signifie la meute. Donc, on le comprend, c'est une dynamique dans laquelle on va avoir plusieurs personnes, donc plusieurs harceleurs potentiels, qui vont avoir des conduites vexatoires à l'égard d'une seule et même personne. Donc, un plaignant, plusieurs mises en cause. Dans une situation de mobbing, on est donc dans une situation dans laquelle on va observer un certain acharnement à l'égard d'une personne qui se retrouve de fait en situation de bouc émissaire. Donc, dans ce cas de figure-là, il va falloir prendre en compte la dimension globale, la dimension collective des conduites posées par chacune des personnes mises en cause. La raison étant que si on ne procède pas de cette manière-là, on pourrait avoir plusieurs personnes qui poseraient chacune des conduites à l'égard d'une seule personne, mais si on analysait isolément en fait l'interaction entre chaque mise en cause et le plaignant, on pourrait considérer qu'on n'est pas face à une situation de harcèlement parce que, par exemple, les conduites ne sont pas suffisamment répétées ou elles ne sont pas suffisamment graves pour constituer donc une conduite vexatoire. Néanmoins, si on regarde encore une fois la dimension collective, la globalité de toutes ces conduites-là, on va pouvoir observer ce cumul d'actions qui va donc constituer globalement une conduite vexatoire dont le plaignant va subir les effets globalement également. On va avoir quelqu'un qui va subir une atteinte, non pas par l'effet d'un seul mis en cause, mais vraiment par l'action collective de tous ces mises en cause-là. Donc, on va, encore une fois, analyser le cumul des actions. Maintenant, voyons un petit peu comment vous pourriez procéder à cette analyse collective donc, des allégations. Prenons donc un exemple qu'on va essayer un peu plus concret. On va avoir une personne A qui fait une plainte à l'égard d'une personne B et d'une personne C. Donc, on a ici le plaignant A et les deux mises en cause B et C. La manière dont vous allez procéder, c'est que dans un premier temps, vous allez analyser individuellement chacune des plaintes. Donc, c'est comme si on avait ici deux plaintes. Donc, dans un premier temps, vous allez vérifier est-ce que la plainte de A à l'égard de B est recevable. Donc, est-ce que la conduite de B est une conduite vexatoire à l'égard de A? Et est-ce que la plainte de A à l'égard de C est également recevable au plan individuel? Donc, vous allez vraiment procéder à une analyse de recevabilité classique. Une fois cela fait, vous allez analyser globalement les conduites retenues lors de l'analyse individuelle. C'est-à-dire que si vous avez retenu 5 allégations de A à l'égard de B et 5 allégations de A à l'égard de C, vous allez maintenant analyser ces 10 allégations-là globalement pour vérifier si ce cumul d'actions, encore une fois, on parle de cumul ici, globalement pourrait constituer une conduite vexatoire. Parce que peut-être que vous avez conclu effectivement que la plainte n'était pas recevable à l'égard de B, parce que les 5 conduites n'étaient pas suffisamment graves ou répétées, ou elles avaient lieu sur un espace-temps de peut-être 2 ans, un continuum de 2 ans. Mais si vous ajoutez à ça les conduites de C, là, effectivement, on voit apparaître une dynamique vexatoire, une conduite vexatoire à l'égard de A. Donc, voilà la manière dont vous allez procéder. C'est sûr qu'il va y avoir, il faut garder à l'esprit que le mobbing, ça reste comment dirais-je, un mode de harcèlement, une forme de harcèlement, pardon. Et donc, les mêmes critères que ceux que vous avez vus précédemment avec Raphaël vont s'appliquer. L'atteinte, le milieu de travail néfaste, etc. Il va y avoir ici néanmoins une condition supplémentaire qui va s'appliquer, qui est celle de la connexité des conduites. C'est-à-dire qu'il va quand même falloir que, de par leur nature, mais aussi
de par leur contemporanéité en quelque sorte, ces conduites-là démontrent une certaine connexité. Si vous avez des conduites qui n'ont absolument aucun rapport les unes avec les autres, qui ont lieu dans des environnements différents, à des moments complètement différents, il n'est pas évident que vous puissiez conclure à cette connexité-là des conduites. Donc, c'est de cette manière-là. Donc, à titre d'exemple, dans la décision Abou Jaoudé contre l'Université de Laval en 2017, le juge explique la dynamique collective du mobbing de la manière suivante. Ce qu'il dit, c'est que le demandeur allègue avoir été victime d'un mobbing, à savoir donc une forme de culture organisationnelle où une personne est harcelée. Cette victime est identifiée comme une menace. Donc, on sent dans le mobbing qu'il y a souvent une volonté d'ostraciser, d'isoler la personne plaignante. Et donc, le juge ajoute ici, elle est ensuite isolée par le groupe qui se comporte de telle sorte qu'elle se retire d'elle-même de l'organisation, le but étant souvent de pousser la personne à quitter d'elle-même. On vous soumet également, vous le verrez dans les diapositives, plusieurs autres décisions qui nous apparaissent tout à fait pertinentes en matière de mobbing. Le second cas de figure qui peut se présenter en matière de harcèlement collectif, maintenant, c'est la situation inverse, qu'on va appeler en langage courant celle de mobbing inversé. Dans cette situation-là, on a donc cette fois plusieurs plaignants qui vont faire une plainte à l'égard d'une seule personne mise en cause. Donc, on a ici un potentiel harceleur qui, en quelque sorte, distribue ses conduites à l'égard de plusieurs personnes plaignantes. Ici encore, on pourrait considérer que si on analyse isolément la plainte de chacun des plaignants à l'égard du mis en cause, on ne pourrait pas nécessairement conclure à la recevabilité de cette plainte-là, soit que les conduites, encore une fois, n'ont pas été suffisamment graves ou répétées. Néanmoins, si on prend en compte la dimension collective de toutes ces conduites vexatoires distribuées aux différents plaignants, on pourrait s'apercevoir ici que le mis en cause a détérioré d'une manière telle le milieu de travail qu'il en a fait du harcèlement collectif. Donc, le harcèlement collectif ou mobbing inversé est reconnu maintenant fréquemment dans la jurisprudence. On voit de plus en plus de décisions qui concluent à ce type de harcèlement. L'une des premières décisions phares qui a conclu à ce type de harcèlement, c'est une décision de la Cour d'appel du Québec, qui est la décision Centre de réadaptation pour personnes ayant une déficience intellectuelle, donc qu'on appelle plus couramment la décision CRDI, qui date donc de 2015. Dans les grandes lignes, voici un peu les faits de cette décision qui ont amené donc la Cour d'appel à conclure à l'existence du harcèlement collectif. Donc, il y avait un employé qui était un auxiliaire dans ce centre de réadaptation, un employé d'environ 25-30 années d'expérience. Donc, on est sur quelqu'un ici qui avait une longue ancienneté. Il y avait eu une première plainte en 2007 d'une employée à l'égard de cet auxiliaire-là, suite à laquelle il y avait eu déjà des premières sanctions prises par l'employeur. Puis en 2009, de nouveau, il y avait eu une plainte pour des comportements inappropriés de la part de l'auxiliaire. Et cette fois, l'employeur avait diligenté une enquête et puisque les conduites avaient été corroborées, il avait pris une sanction de congédiement, puisqu'il y avait eu ici une gradation des sanctions, donc il a congédié l'employé. Or, il y a eu un grief pour contester cette décision de congédiement et ultimement, il y a eu un arbitrage qui a eu lieu. Or, lors de cet arbitrage, il y avait eu plusieurs personnes qui, à leur tour, avaient été donc interrogées par l'arbitre et qui avaient rapporté des conduites inappropriées de la part de l'auxiliaire. Mais l'arbitre avait conclu que seulement 2 des plaignantes avaient démontré des conduites suffisamment graves et répétées à leur égard pour que l'on puisse conclure à du harcèlement qui les concernait personnellement, donc du harcèlement individuel. Mais l'arbitre n'avait pas retenu donc les autres conduites à l'égard des autres personnes, donc il n'avait pas pris en compte la dimension collective du harcèlement ici. Or, donc, un appel, la décision arbitrale a été portée en appel et la Cour d'appel, elle, a analysé vraiment différemment ces différents signalements-là et la Cour d'appel a conclu que même si 2 des plaignantes, effectivement, avaient subi personnellement du harcèlement psychologique au plan individuel, les autres personnes qui également avaient subi les conduites inappropriées donc de l'auxiliaire étaient elles aussi victimes de harcèlement, mais au plan collectif.
Donc, en rendant cette décision CRDI, la Cour d'appel a vraiment changé notre manière d'analyser, d'appréhender ce type de situation de plainte collective ou de plusieurs plaignants. Ce que nous enseigne vraiment ici la Cour d'appel, c'est qu'on ne peut pas analyser ces situations-là de façon fragmentaire parce qu'on passerait ici à côté de la dimension collective que peut avoir le harcèlement. Je vais vous lire rapidement l'extrait de la décision CRDI ici qui vraiment note particulièrement cette analyse. Donc, la Cour d'appel dit que la démarche analytique de l'arbitre est erronément axée sur chacune des présumées victimes considérées séparément et en vase clos. Donc, c'est ce qu'avait fait l'arbitre. Il avait analysé en vase clos chacune des plaintes. Elle ajoute que le harcèlement au sens de la loi comprend aussi la conduite d'un salarié qui, successivement, porte atteinte à plusieurs victimes, même si chacune d'entre elles n'a pas nécessairement fait l'objet individuellement de gestes vexatoires répétés. Donc ici, la Cour d'appel rappelle en quelque sorte l'esprit de la loi qui a été adoptée en 2004 par le législateur, l'article 81.18, qui avait vraiment pour vocation d'assainir les milieux de travail de manière générale et non pas d'agir uniquement sur le harcèlement psychologique et donc d'agir aussi parfois sur des personnalités toxiques qui peuvent faire qu'un environnement de travail, un milieu de travail dans son intégralité devienne nuisible, néfaste ou malsain. Donc, voyons maintenant comment analyser concrètement une plainte de harcèlement collectif ou plusieurs plaintes de harcèlement à l'égard d'une même personne mise en cause. Donc, vous allez procéder de la même manière qu'on l'a fait finalement en matière de mobbing. C'est-à-dire que dans un premier temps, vous allez analyser les plaintes au plan individuel. Donc, prenons l'exemple où cette fois, on aurait un plaignant B, un plaignant C et un plaignant D qui vont faire une plainte à l'égard d'une même personne A. Donc, on a ici 3 personnes plaignantes, une personne mise en cause. Vous allez donc analyser la recevabilité de la plainte de B à l'égard de A, puis la recevabilité de la plainte de C à l'égard de A, et vous allez enfin vérifier la recevabilité de la plainte de D à l'égard de A. Donc là, vous allez procéder en silo, de manière fragmentaire en quelque sorte. À l'issue de cette première phase d'analyse, vous allez ensuite analyser collectivement donc, les allégations que vous aurez retenues à la première étape. C'est-à-dire que si vous avez retenu, encore là, 5 allégations de B à l'endroit de A comme étant des conduites potentiellement hostiles ou non désirées ou abusives du droit de gestion si ça s'applique, vous allez garder ces 5 conduites-là. Puis, si vous avez retenu 5 conduites de B à l'égard de A, vous allez également retenir ces conduites. Puis, s'il y a 10 conduites de D à l'égard de A, vous allez également les garder. Puis, vous allez analyser ces 20 conduites globalement, collectivement, pour prendre en compte leur dimension collective. Évidemment, pour en arriver là, il va encore falloir vérifier s'il y a une certaine connexité dans les conduites. On l'avait dit en matière de mobbing, c'est la même chose en matière de mobbing inversé. Il va falloir qu'il y ait quand même, de par leur nature ou la dynamique qui ressort de ces conduites-là, l'idée que A a détérioré le milieu de travail des 3 personnes plaignantes, qu'il a vraiment agi à l'endroit de ces personnes de manière à avoir une conduite vexatoire globale sur l'ensemble des plaignants. Donc, le mobbing inversé, encore une fois, ce n'est qu'une forme de harcèlement. Donc, les mêmes critères vont s'appliquer que ceux du harcèlement psychologique classique, les 5 critères. La manière de l'analyser, toutefois, va être un petit peu différente, notamment au niveau de la répétition. Raphaël vous l'a expliqué, lorsque vous analysez votre critère de répétition ou la répétitivité des conduites, il faut qu'il y ait un certain continuum des conduites dans le temps. Or, en matière de harcèlement collectif, vous allez également analyser la continuité des conduites, leur répétition, mais vous allez le faire cette fois indépendamment finalement de la victime concernée. C'est-à-dire que si on reprend notre exemple de A, B, C et D, si B a été victime il y a 3 ans de ça de conduite hostile ou non désirée, puis après ça, C a vécu 2 conduites à 6 mois d'écart et D, dans l'intervalle, a vécu également d'autres conduites, on va analyser le tout collectivement. On ne va pas prendre en compte qui a été la victime de quelle conduite à tel moment, puisqu'on est vraiment ici dans une seule conduite vexatoire, mais à l'égard de plusieurs personnes.
L'impact que ça va avoir, c'est que dans votre processus en lui-même, pas tant au niveau de l'analyse, mais au niveau du processus, c'est que, vous savez, on le dit souvent qu'en matière de harcèlement psychologique, il faut éviter d'aller à la pêche au signalement. Ça, c'est le principe de base. Désormais, la décision CRDI va nous amener à moduler en quelque sorte cette approche-là, dans le sens où, lorsque vous allez rencontrer votre personne plaignante, si la personne vous rapporte que d'autres personnes de l'environnement de travail, des collègues de travail, auraient potentiellement, elles aussi, été victimes des conduites du mis en cause, qu'elles auraient, elles aussi, subi une conduite vexatoire, ça va vous amener à rencontrer, s'il y a une apparence crédible que ces personnes-là ont effectivement subi du harcèlement, vous allez également rencontrer ces personnes à titre de potentielles victimes ou de potentiels auteurs de signalement. Donc, dans l'approche traditionnelle, habituellement, on va rencontrer le plaignant, puis le mis en cause, et après ça, les témoins qui auront été identifiés par l'une ou l'autre des parties. Dans l'approche collective sous CRDI, vous risquez d'être amené à rencontrer d'autres personnes après le plaignant qui seraient donc d'éventuelles victimes ou d'éventuels auteurs de signalement. Puis après ça, vous allez rencontrer le mis en cause et encore là d'éventuels témoins. Donc, l'approche va être un petit peu différente. Encore là, l'idée derrière ça, c'est que avant CRDI ou avant l'apparition en quelque sorte du concept de harcèlement collectif, on aurait considéré que le mis en cause pouvait avoir par exemple une personnalité toxique ou avoir des effets négatifs sur le milieu de travail sans prendre en compte nécessairement l'aspect vexatoire de ces conduites et sans donc prendre en compte l'aspect collectif du harcèlement.